audio post-production by alphonic.com. Autorité et pouvoir chez les modernes. La République moderne légitime son pouvoir par son caractère rationnel, voire scientifique. Or, paradoxalement, peu de penseurs se sont attachés à étudier l'essence du pouvoir des États modernes, comme si l'argument de rationalité légitimait tout, mais aussi comme s'ils éprouvaient une certaine difficulté à en parler. Pour expliquer cette gêne et pour découvrir ce qu'il faut comprendre par rationalité du pouvoir, nous tâcherons de préciser le sens donné aux mots autorité, pouvoir et république dans la modernité. L'État moderne est la confusion entre autorité et pouvoir. Commençons par Machiavel, pour qui la politique est un art, l'art de dissimuler. Avec son opuscule Le Prince, Machiavel, né en 1469 et mort en 1527, marque un changement majeur dans la conception occidentale de la politique, sur laquelle s'aligneront ensuite tous les dirigeants modernes, que ceux-ci soient autocrates comme un Napoléon ou démocrates. Si, à bien des égards, cet ouvrage peut sembler séduisant, ce qui frappe, c'est son amoralité, son absence totale de transcendance divine. L'objectif de celui qui commande n'est plus le bien commun, mais la conservation de son pouvoir. Sans se poser la question de la légitimité de l'entreprise, Machiavel y expose froidement une série de recettes destinées à prendre le pouvoir et à le conserver. Et à cette fin, tout est permis, la violence comme la ruse. La cruauté est même préconisée, pourvu qu'elle soit efficace. Les cruautés sont bien employées, si toutefois le mot « bien » peut être jamais appliqué à ce qui est mal, lorsqu'on les commet toutes à la fois, par le besoin de pourvoir à sa sûreté, lorsqu'on n'y persiste pas et qu'on les fait tourner autant qu'il est possible à l'avantage des sujets. Elles sont mal employées, au contraire, lorsque peu nombreuses dans le principe, elles se multiplient avec le temps au lieu de cesser. C'est surtout à un prince nouveau qu'il est impossible de faire le reproche de cruauté, parce que, dans les États nouveaux, les dangers sont très multipliés. Fini l'honneur, la duperie est de mise. Avec Machiavel, la politique n'est plus une science, elle devient un art, l'art de la dissimulation pour accéder au pouvoir et y rester. Ce qui est absolument nécessaire, c'est de savoir bien déguiser cette nature de renard et posséder parfaitement l'art et de simuler et de dissimuler. Les hommes sont si aveuglés, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Il faut savoir oublier ses promesses en avançant un prétexte quelconque. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Il ne serait pas bon, sans doute, si les hommes étaient tous gens de bien. Mais comme ils sont méchants et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi devriez-vous leur tenir la vôtre ? Et d'ailleurs, un prince peut-il manquer de raisons légitimes pour colorer l'inexécution de ce qu'il a promis ? Il ne s'agit donc plus de rendre les hommes vertueux, car ils sont désespérément méchants. Il faut entériner ce fait et en tirer les conséquences. Ainsi, pour asseoir une domination, Machiavel préconise les vices à l'égal des vertus, la vertu pouvant même se révéler nuisible. Celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Il faut donc qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon et en user bien ou mal selon la nécessité. À bien examiner les choses, on trouve que, comme il y a certaines qualités qui semblent être des vertus et qui feraient la ruine du prince, de même, il en est d'autres qui paraissent être des vices et dont peuvent résulter néanmoins sa conservation et son bien-être. Point n'est donc besoin d'être vertueux, mais seulement de le paraître aux yeux de l'opinion de la majorité. Le prince doit aussi prendre grand soin de ne pas laisser échapper une seule parole qui ne respire les 5 qualités que je viens de nommer, en sorte qu'à le voir et à l'entendre, on le croit tout plein de douceur, de sincérité, d'humanité, d'honneur et principalement de religion, qui est encore ce dont il importe le plus d'avoir l'apparence. Car les hommes, en général, jugent plus par leurs yeux que par leurs mains, tous étant à portée de voir et peu de toucher. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, et ce petit nombre n'osera point s'élever contre l'opinion de la majorité, soutenue encore par la majesté du pouvoir souverain.
Notons comment la religion doit elle aussi être simulée. Elle n'est plus qu'un instrument pour le détenteur du pouvoir, qui n'est manifestement plus obligé d'y croire et de s'y soumettre. S'il renonce à la transcendance, la source de sa légitimité ne peut qu'échoir à l'opinion de la majorité. Désormais, c'est elle qui doit faire l'objet de toutes les attentions, car c'est sur elle que s'appuie le pouvoir. À la lecture du Prince, on ne peut qu'être frappé par la ressemblance de ce portrait, du prix, promesse non tenue, simulation vertueuse masquant la corruption intime, avec celui de l'élu démocrate contemporain, et, si l'on ajoute la violence et la cruauté, avec celui des autocrates républicains modernes, que l'on songe aux grands libérateurs qui parlent au nom du peuple et deviennent des présidents à vie, par exemple. Et le père de la démocratie moderne, Jean-Jacques Rousseau lui-même, ne s'y trompe pas quand il déclare dans le Contrat social « En feignant de donner des leçons au roi, il en a donné de grandes au peuple. » Le Prince est le livre des républicains. En résumé, si on occulte la transcendance dans les rapports sociaux, la politique ne consiste plus à apporter le bonheur aux hommes en les incitant à la vertu, car ceux-ci sont irrémédiablement méchants. La politique n'est donc plus une science, la science morale par excellence, mais un art, l'art de conquérir et de garder le pouvoir en simulant les vertus, la sincérité et l'honnêteté pour se lier l'opinion de la majorité. L'autorité ne vient plus ni de la transcendance de Dieu, ni des lois de l'institution, mais du seul charisme du chef. S'instaure alors un jeu de dupes. D'un côté, l'opinion de la majorité est présentée comme source de la légitimité en ce qu'elle agrée le chef ou non. De l'autre, le chef dispose de tous les artifices pour la séduire et la tromper. Voyons maintenant la pensée d'un théoricien du pouvoir dans la modernité, Max Weber. Nous l'avons dit, rares sont ceux qui ont pensé le pouvoir des États modernes. Et le grand sociologue allemand Max Weber, né en 1864 et mort en 1920, qui s'est attelé à cette lourde tâche, se révèle donc incontournable. Comme Machiavel, il rompt avec la définition traditionnelle de la politique pour la réduire lui aussi à une compétition pour le pouvoir. Il est suivi en cela par la majorité des modernes. Nous entendrons par politique l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un même État. Il n'existe plus ici de fin de l'homme, de nature à laquelle il faut se soumettre pour réaliser cette fin. Dans ce système, l'autorité ne sert donc plus à faire grandir, à faire en sorte que les subordonnés réalisent leur nature humaine. Elle est réduite à un simple moyen dont les dirigeants se servent pour légitimer leur pouvoir. Et le sociologue de distinguer 3 types d'autorité. Premièrement, l'autorité qui vient de la tradition. C'est la conception classique de l'autorité dont nous avons parlé jusqu'ici, l'autorité institutionnelle. Mais en lui niant toute transcendance, Weber lui refuse tout caractère rationnel et la réduit à une simple convention sociale. Il revisite alors l'histoire en appelant libération l'affranchissement de cette catégorie d'autorité. Les groupements politiques qui, après abolition complète ou limitation considérable du pouvoir seigneurial, se constitueront politiquement en communes libres. Libres non dans le sens d'une libération de toute domination par la violence, mais dans celui de l'absence d'un pouvoir seigneurial légitimé par la tradition, le plus souvent consacré par la religion et considéré comme unique source de toute autorité. Deuxièmement, l'autorité qui vient du charisme. C'est l'autorité de l'homme politique qui réussit à se faire élire, c'est l'autorité du tribun, du séducteur ou de l'autocrate qui accède au pouvoir par sa puissance, sa ruse ou son talent. C'est celle de l'homme providentiel, du libérateur qui incarne tous les fantasmes, mais en aucun cas ce n'est celle de l'homme désigné par l'institution. Si certains s'abandonnent au charisme du prophète, du chef en temps de guerre, du très grand démagogue au sein de l'ecclésia ou du parlement, cela signifie que ces derniers passent pour être intérieurement appelés au rôle de conducteur d'hommes et qu'on leur obéit non pas en vertu d'une coutume ou d'une loi, mais parce qu'on a foi en eux. Et troisièmement, l'autorité qui vient de la légalité ou autorité administrative. Elle apparaît comme le type même du pouvoir rationnel et moderne. Il y a enfin l'autorité qui s'impose en vertu de la légalité,
en vertu de la croyance en la validité d'un statut légal et d'une compétence positive fondée sur des règles établies rationnellement, en d'autres termes, sur l'autorité fondée sur l'obéissance qui s'acquitte des obligations conformes au statut établi. C'est là le pouvoir tel que l'exerce le serviteur de l'État moderne, ainsi que tous les détenteurs du pouvoir qui s'en rapprochent sous ce rapport. En écartant toute nature humaine, toute transcendance, Weber et les modernes ne peuvent définir l'État et le pouvoir qu'en termes de domination par la violence, violence qu'ils ne peuvent distinguer de la force. L'État moderne ne se laisse définir sociologiquement que par le moyen spécifique qui lui est propre, ainsi qu'à tout autre groupement politique, à savoir la violence physique. Tout État est fondé sur la force, disait un jour Trotsky à Brest-Litovsk. En effet, cela est vrai. Depuis toujours, les groupements politiques les plus divers, à commencer par la parentèle, ont tous tenu la violence physique pour le moyen normal du pouvoir. Par contre, il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, la notion de territoire étant une de ses caractéristiques, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Comme tous les groupements politiques qui l'ont précédé historiquement, l'État consiste en un rapport de domination de l'homme sur l'homme fondé sur le moyen de la violence légitime, c'est-à-dire sur la violence qui est considérée comme légitime. Le moyen décisif en politique est la violence. Nous le voyons, à l'instar de toute domination, même la domination des parents sur leurs enfants n'est plus celle d'une autorité bienveillante qui cherche à les faire grandir, elle se pose désormais en termes de pouvoir et de violence physique. De fait, si plus rien ne distingue l'autorité du pouvoir, plus rien ne vient borner l'exercice de ce pouvoir. L'intelligence n'a plus à lire le réel de la nature humaine et à trouver les moyens de s'y conformer. Bien au contraire, le détenteur du pouvoir devient libre de soumettre arbitrairement et par n'importe quel moyen son environnement à sa seule volonté. De là cette définition logique du pouvoir. Le pouvoir signifie toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre les résistances. Donc, si la modernité prétend à la rationalité en politique, il ne faut plus l'entendre comme l'exercice de l'intelligence, mais comme l'exercice d'une volonté libre de soumettre à sa guise. Selon Weber, l'exercice du pouvoir des États modernes est fondé sur la volonté du gouvernement dans la mesure où celui-ci a été choisi en fonction de normes. Normes elles-mêmes issues d'une volonté purement humaine et arbitraire, domination légale. Pour résumer, dans la modernité, la dimension morale de l'autorité et sa transcendance disparaissent au profit de l'efficacité. Le volontarisme remplace la rationalité, l'autorité se confond avec le pouvoir, la légitimité se confond avec la légalité, la domination légitime est remplacée par la domination légale, la force se confond avec la violence. Le philosophe allemand Éric Voegelin, né en 1901 et mort en 1985, soupçonne d'ailleurs Weber d'une certaine malhonnêteté. Car si ce dernier s'est attaqué de façon fort savante à l'étude d'une multitude de systèmes et de sociétés, en revanche, il a toujours pris soin d'éviter la société chrétienne d'avant la Réforme, avec sa métaphysique et son droit naturel hérité de la pensée grecque. On ne saurait s'engager dans une étude sérieuse de la chrétienté médiévale sans découvrir au nombre de ses valeurs la croyance en une science rationnelle de l'ordre humain et social, et tout particulièrement du droit naturel. Qui plus est, cette science n'était pas une simple affaire de croyance, mais elle était effectivement étudiée comme œuvre de la raison. La promptitude de Weber à introduire les vérités de l'ordre comme s'il s'agissait de faits historiques s'arrêta net face au seuil de la métaphysique grecque et médiévale. On ne peut attaquer la métaphysique avec bonne conscience que si l'on se tient à bonne distance de celle-ci, distance qui caractérise la connaissance imparfaite. Le pouvoir bureaucratique, paradigme du gouvernement moderne. Commençons avec un visionnaire, le socialiste Saint-Simon. La domination légale, dans sa modalité la plus pure, s'identifie à une domination bureaucratique ou domination administrative. Max Weber nous l'affirme. J'insiste tout particulièrement sur l'état bureaucratique parce qu'il caractérise au mieux le développement de l'état moderne.
En effet, l'administration n'est-elle pas une structure légale ? N'a-t-elle pas pour origine la seule volonté humaine ? Dans l'optique de la modernité, elle peut donc légalement modifier le droit en vertu de sa légalité. Et le père du socialisme, l'économiste et philosophe français Saint-Simon, né en 1760 et mort en 1825, l'avait parfaitement compris, car il préconisait de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Le gouvernement est un mal nécessaire, mais c'est un mal. La société a besoin d'être gouvernée le moins possible, et pour cela, il n'est qu'un moyen, c'est d'en venir à être gouvernée au meilleur marché possible. La société ne sera pas gouvernée, mais administrée. Contrairement à la conception classique, le gouvernement est un mal dont on peut cependant atténuer la nocivité en le choisissant au meilleur marché, autrement dit aux enchères démocratiques, et en développant son caractère administratif. Première remarque. On comprend maintenant l'origine de la défiance paradoxale du démocrate envers un président qu'il a pourtant élu. Ce dernier est un mal nécessaire. Seule l'ambition personnelle et l'appétit du pouvoir sont susceptibles de le motiver, et une fois parvenu à ses fins, il abuse forcément de ce pouvoir à son profit. Ce raisonnement, véritable processus d'identification, en dit long sur l'état d'esprit du démocrate lui-même, qui ne ferait probablement pas autrement que son président s'il tenait sa place. Il ne peut que projeter sur l'élu ses propres vices. Les hommes ne sont-ils pas irrémédiablement méchants ? Pour atténuer les effets pervers de ce pouvoir forcément vicieux, il faut constituer un contre-pouvoir. L'opinion jouera ce rôle. Et l'on verra le démocrate descendre dans la rue, manifester pour faire masse, pour faire reculer le gouvernement, souvent celui-là même pour qui il a voté, le tout en proclamant que la démocratie est le meilleur des régimes. Deuxième remarque. Si le pouvoir corrompt, on comprend aussi la marche des États modernes vers un pouvoir de moins en moins humain, de plus en plus rationnel, désincarné, bureaucratique. En reprenant la typologie weberienne sur l'autorité, l'évolution logique des régimes est la suivante. Une première révolution remplace l'autorité traditionnelle par une autorité charismatique ou pouvoir autocratique. Une révolution ultérieure remplace l'autorité charismatique par l'autorité administrative ou pouvoir bureaucratique. C'est dans ce contexte qu'il faut situer les récentes révolutions qui secouent le monde arabe. Et si l'on prend comme exemple le cas de la Libye, en 1969, une première révolution saluée par les États démocratiques voit le roi Idriss Ier renversé par le coup d'État militaire du chef charismatique Mouammar Kadhafi. L'autocrate porte alors le titre de chef et guide de la révolution de la grande Jamaïria arabe libyenne populaire et socialiste. La Libye devient une Jamaïria, soit littéralement un État des masses. En 2011, une seconde révolution éclate pour renverser le libérateur devenu le bourreau de son peuple. Révolution, elle aussi saluée et soutenue par les États démocratiques pour aider à l'instauration d'une vraie démocratie pluraliste. Ainsi, l'État moderne s'accompagne-t-il d'une bureaucratisation croissante, ce qui n'implique pas cependant une plus grande participation des dominés au pouvoir administratif. Si les dominés acceptent la domination toute puissante de ce pouvoir anonyme, c'est au bénéfice de deux sentiments. Celui d'une libération à l'égard des autorités traditionnelles, celles du roi, du père de famille, du prêtre et de toutes les autorités que l'on trouve dans les corps intermédiaires, les communes, les corporations, les provinces historiques. Celui de peser sur les décisions du pouvoir politique par le biais de ce qu'on appelle l'opinion. Voyons maintenant le sentiment de libération à l'encontre de toute autorité. Hannah Arendt démystifie ainsi ce progrès de la liberté revendiqué par nos sociétés modernes. D'une manière générale, ce fut le propre des théories libérales de partir de l'hypothèse que la constance du progrès dans la direction d'une liberté organisée et assurée est le fait caractéristique de l'histoire moderne et de considérer toute déviation de ce parcours comme un processus réactionnaire conduisant dans la direction opposée. Cela leur fait négliger les différences de principe entre la restriction de la liberté dans les régimes autoritaires, l'abolition de la liberté politique dans les tyrannies et les dictatures, et l'élimination totale de la spontanéité elle-même
c'est-à-dire de la manifestation la plus générale et la plus élémentaire de la liberté humaine, élimination à laquelle visent seulement les régimes totalitaires au moyen de leurs diverses méthodes de conditionnement. L'écrivain libéral, qu'intéressent l'histoire et le progrès de la liberté plutôt que les formes de gouvernement, ne voit là que des différences de degrés et méconnaît qu'un gouvernement autoritaire voué à restreindre la liberté reste lié à la liberté qui les limite dans la mesure où il perdrait sa substance même s'il l'abolissait complètement, c'est-à-dire se transformerait en tyrannie. La même chose vaut pour la distinction entre pouvoir légitime et illégitime, qui est le pivot de tout gouvernement autoritaire. L'écrivain libéral tente à n'y porter que peu d'attention, car sa conviction est que tout pouvoir corrompt et que la constance du progrès exige une disparition constante du pouvoir, quelle que soit l'origine de celle-ci. Et elle ajoute le démenti cinglant: l'autorité implique une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté. Voyons maintenant le sentiment d'exercer un contre-pouvoir par l'opinion. La pseudo-libération de la société moderne à l'égard de toute autorité traditionnelle a consacré l'apparition de 3 nouveaux concepts. L'individu, homme moderne affranchi de son environnement familial, social, historique. Le citoyen, désormais seul élément constitutif de la cité, alors que traditionnellement, ce rôle était dévolu aux corps intermédiaires. Le citoyen est seul face à un État tout-puissant. Et enfin, la masse, société constituée d'individus. Or, le sociologue français Gustave Le Bon, né en 1841 et mort en 1931, remarque l'extrême lâcheté des masses. Toujours prête à se soulever contre une autorité faible, la foule se courbe avec servilité devant une autorité forte. Dans les sociétés traditionnelles, l'autorité politique est tempérée par celle qu'elle délègue aux corps intermédiaires en vertu du principe de subsidiarité. Au contraire, le pouvoir de l'État démocratique ne cesse de croître en favorisant les conditions de formation de masses uniformes composées d'individus isolés, donc incapables de réaction et de courage. C'est tout le sens du discours de Harvard d'Alexandre Solzhenitsyn, né en 1918 et mort en 2008, sur le déclin du courage en Occident. Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. Les fonctionnaires politiques et intellectuels manifestent ce déclin, cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs actes, leurs discours, et plus encore, dans les considérations théoriques qu'ils fournissent complaisamment pour prouver que cette manière d'agir, qui fonde la politique d'un État sur la lâcheté et la servilité, est pragmatique, rationnelle et justifiée, à quelque hauteur intellectuelle et même morale qu'on se place. Dans son étude intitulée « L'opinion publique n'existe pas », le sociologue français et disciple de Weber, Pierre Bourdieu, né en 1930 et mort en 2002, présente l'opinion non comme un contre-pouvoir, mais comme le moyen, l'argument suprême du pouvoir. On sait que tout exercice de la force s'accompagne d'un discours visant à légitimer la force de celui qui l'exerce. On peut même dire que le propre de tout rapport de force, c'est de n'avoir toute sa force que dans la mesure où il se dissimule comme tel. Bref, pour parler simplement, l'homme politique est celui qui dit « Dieu est avec nous ». L'équivalent de « Dieu est avec nous », c'est aujourd'hui « l'opinion publique est avec nous ». Tel est l'effet fondamental de l'enquête d'opinion. Constituer l'idée qu'il existe une opinion publique unanime, donc légitimer une politique et renforcer les rapports de force qui la fondent ou la rendent possible. Saint Graal de notre temps, l'opinion apparaît en effet totalement factice et tout le travail d'Augustin Cochin montre qu'elle a immédiatement subi le contrôle de ce bras armé de la modernité que l'on nomme les sociétés de pensée. L'objet de la société de pensée n'est pas limité ni d'ordre pratique. Elle ne vise que l'opinion. Il s'agit d'éclairer les citoyens, de faire avancer le progrès des Lumières, d'éveiller l'esprit public, d'intéresser les gens au bien public, c'est-à-dire à la politique. Apparues au XVIIIe siècle, ces sociétés artificielles, encore appelées groupes réducteurs, ont progressivement remplacé les corps intermédiaires. Elles se caractérisent par leur mode de fonctionnement calqué sur celui des loges maçonniques, qui leur sert aussi de doctrine. Liberté. Aucune référence extérieure au groupe lui-même, aucune norme transcendante
et en particulier aucune morale universelle, aucune loi naturelle ne sont reconnues. Égalité apparente des membres, aucune autorité n'est tolérée. Fraternité sans père, donc fraternité artificielle des membres uniquement liés par la nécessité factice d'élaborer l'opinion du groupe. Or, ce mode de fonctionnement, débordant son cadre initial, a maintenant pénétré profondément le moindre espace social. Assemblée démocratique, partis, syndicats, synode d'évêques, concile, conseil diocésain, comité de quartier, conseil d'administration, etc. Et les États démocratiques eux-mêmes sont devenus de gigantesques sociétés de pensée. La toute-puissance de cette opinion publique artificielle élaborée dans les sociétés de pensée explique la lâcheté générale de l'Occident constatée par Solzhenitsyn. En effet, nous avons vu que l'individu est un orphelin social, et pour conjurer cet insupportable sentiment de vulnérabilité, il ne lui reste qu'à manifester sa soumission à la toute-puissance de l'opinion en professant le mieux possible ce qu'il croit que les autres veulent entendre. Plus encore, pour s'acheter à bon compte un brevet de citoyen, sa lâcheté peut l'amener jusqu'à la délation d'un réfractaire et à sa stigmatisation bruyante. De même, pour l'ambitieux qui désire parvenir au pouvoir, il s'agit de tenir le discours qui convient. Un discours stéréotypé qui contient des mots-clés propres à développer une pensée réflexe. Un bon propos doit actuellement contenir les mots comme écologie, développement durable, démarche citoyenne, préserver la planète, lutter contre les inégalités, contre le réchauffement climatique, etc. Un discours dogmatique. Les grands principes liberté, égalité, fraternité, solidarité doivent toujours y figurer, au moins implicitement. La pensée unique des sociétés de pensée trouve une formidable caisse de résonance avec les médias qui se veulent justement le reflet de l'opinion. Et voilà sans aucun doute une origine de la véritable addiction dont ces derniers font l'objet. Ne permettent-ils pas, à tout moment, de rester en phase avec l'opinion ? On observe ici un processus sociologique de formatage de sa propre pensée qui vise à la séduction d'autrui par un discours convenu avec l'air sincère. Cette auto-aliénation, ainsi que la terreur sourde d'être dénoncé comme réfractaire ou intolérant, rappelle singulièrement l'élimination de la spontanéité elle-même, dont Hannah Arendt nous a dit qu'elle définit le régime totalitaire. L'amer constat d'un pouvoir bureaucratique libre de croître sans limite. Le pouvoir bureaucratique des États modernes peut désormais grandir sans limite. Sans limite sur le plan législatif, il ne reconnaît aucune transcendance, aucune norme extérieure à sa volonté propre, aucune nature humaine à laquelle il faudrait se soumettre. Sans limite dans son exercice avec la disparition des corps intermédiaires entre les citoyens et l'État et le contrôle de l'opinion par les sociétés de pensée. La seule limite qu'il soit susceptible de rencontrer est celle de sa propre organisation. En effet, comme toutes les machines, la machine administrative est limitée par son mécanisme. Or, justement, cette limite mécanique constitue, selon Hannah Arendt, une autre caractéristique des totalitarismes. Le pouvoir tel que le conçoit le totalitarisme repose exclusivement sur la force tirée de l'organisation. Et pour la philosophe, loin de résulter d'un abus d'autorité, les régimes totalitaires, ces régimes modernes, inédits dans l'histoire de l'humanité, proviennent au contraire du déclin des autorités traditionnelles. Cette crise de l'autorité, manifeste dès le début du siècle, est d'origine et de nature politique. La montée de mouvements politiques résolus à remplacer le système des partis et le développement d'une forme totalitaire nouvelle de gouvernement ont eu pour arrière-fond un effondrement plus ou moins général, plus ou moins dramatique de toutes les autorités traditionnelles. Nulle part cet effondrement n'a été le résultat direct des régimes ou des mouvements eux-mêmes. Tout s'est passé plutôt comme si le totalitarisme, sous la forme des mouvements aussi bien que des régimes, était le mieux fait pour tirer parti d'une atmosphère sociale et politique générale dans laquelle le système des partis avait perdu son prestige et dans laquelle l'autorité du gouvernement n'était plus reconnue. L'autonomie ou l'abandon de la transcendance. Nous avons vu que dans sa prétention à la rationalité, la modernité ne reconnaît que la domination légale, autrement dit, une domination fondée sur des normes produites par la seule volonté humaine, affranchie de toute transcendance. Hannah Arendt caractérise ainsi la modernité.
L'âge moderne, avec l'aliénation croissante du monde qu'il a produit, a conduit à une solution où l'homme, où qu'il aille, ne rencontre plus que lui-même. Une société qui affirme l'autonomie de l'homme à l'encontre de toute force supérieure à lui, de toute loi n'émanant pas expressément d'une volonté humaine, est appelée société autonome. En effet, l'État moderne professe l'athéisme. Jules Ferry, né en 1832 et mort en 1893, ministre franc-maçon de l'Éducation sous la Troisième République, ne clame-t-il pas « Mon but, c'est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi ». Or, le philosophe anarchiste russe Bakounine, né en 1814 et mort en 1876, doit reconnaître que il n'est pas, il ne peut exister d'État sans religion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les anarchistes militent pour la disparition de l'État. Pour résoudre ce paradoxe, il reste donc à l'État lui-même de revêtir le caractère religieux nécessaire à son exercice, d'apporter le salut, le bonheur aux hommes selon un processus de sécularisation. L'historien anglais Arnold Toynbee, né en 1889 et mort en 1975, commente alors « Étant donné que l'homme ne peut vivre sans religion, quelle qu'en soit la forme, le recul du christianisme en Occident a été suivi par la montée de religions de remplacement sous la forme des idéologies post-chrétiennes, le nationalisme, l'individualisme et le communisme. Dans le monde où les religions supérieures avaient perdu leur pouvoir, beaucoup trouvaient des substituts aux religions supérieures perdues dans les idéologies. Et dans plusieurs pays, les convertis à ces nouveaux credos mondains avaient été suffisamment puissants pour dominer le gouvernement et utiliser tout le pouvoir de l'État pour imposer à leurs compatriotes leurs doctrines et leurs pratiques. De fait, tous les États modernes sont inféodés à ces trois religions séculières que constituent les idéologies, à savoir le libéralisme, le socialisme et le nationalisme. L'historien François Furet, né en 1927 et mort en 1997, confirme ce caractère religieux de l'idéologie. L'idéologie est un système d'explication du monde à travers lequel l'action politique des hommes a un caractère providentiel, à l'exclusion de toute divinité. Hannah Arendt insiste par ailleurs sur l'autonomie de l'idéologie par rapport au réel. Les idéologies sont connues pour leur caractère scientifique. Elles allient approche scientifique et résultats d'ordre philosophique et ont la prétention de constituer une philosophie scientifique. Une idéologie est littéralement ce que son nom indique. Elle est la logique d'une idée. Dans son pouvoir de tout expliquer, la pensée idéologique s'affranchit de toute expérience. Voyons maintenant des exemples d'États modernes. Nous allons commencer par la Première République française ou Convention. La Première République illustre parfaitement les conséquences de l'autonomie de l'homme et du pouvoir amoral de l'idéologie. La Convention est officiellement athée et substitue à la religion le culte de la déesse raison. Dans son ouvrage « Du système de dépopulation ou la vie et les crimes de Carrier », Gracchus Babeuf, né en 1760 et mort en 1797, un des pères du communisme, nous explique comment Robespierre et ses amis usent de cette même raison pour réaliser le bonheur de l'humanité. Selon les hommes de la Convention, la France de la fin du XVIIIe siècle était trop peuplée pour envisager un partage égal des richesses et réaliser ainsi l'idéologie du contrat social de Rousseau. Comme il leur était difficile d'argumenter les richesses à proportion, la logique de l'idée les a donc scientifiquement conduits à dépeupler notre pays grâce à un système de guerre et de massacres. Les régulateurs d'un peuple n'ont rien fait de stable et de solide pour sa régénération s'ils n'ont réalisé la grande conclusion de Jean-Jacques que pour que les gouvernements soient perfectionnés, il faut que tous les citoyens aient assez et qu'aucun d'eux n'ait trop. Un dépeuplement était indispensable parce que, calcul fait, la population française était en mesure excédentaire des ressources du sol et des besoins de l'industrie utile. Avec le système de dépopulation et de nouvelles dispositions répartitives des richesses entre ceux qui doivent rester, on explique tout. Guerre de la Vendée, guerre extérieure, proscription, guillotinade, foudroyade, noyade, confiscation, maximum, réquisition, préhension, largesse à certaines portions d'individus, etc. Voyons maintenant l'Allemagne nationale socialiste. Dans les libres propos sur la guerre et la paix, le très charismatique Hitler,
Le chef moderne, le Führer, cet archétype de l'autocrate, prétend remplacer la religion par son idéologie. Quand le national-socialisme aura régné durant assez longtemps, il sera possible de concevoir une forme de vie différente de la nôtre. À la longue, le national-socialisme et la religion ne pourront plus coexister. On y retrouve aussi l'aspiration à la philosophie scientifique et le culte de la raison humaine consubstantielle aux idéologies et à la modernité en général. Son unique ambition au national-socialisme doit être de construire scientifiquement une doctrine qui soit rien de plus qu'un hommage à la raison. Par ailleurs, il déclare « Je n'ai pourtant pas hésité à sacrifier ma patrie à l'idée du Reich ». Traduisons. Hitler n'hésite pas à sacrifier la réalité de sa patrie charnelle à l'idée artificielle ou idéologie du Reich. Mais au fait, qu'est-ce que le Reich ? Le Reich doit être une république ayant à sa tête un chef élu et doté d'une autorité absolue. Y aurait-il une affinité entre modernité et république ? Il y a dans les deux exemples que nous avons vus beaucoup de similitudes, d'où cette question légitime. Par-delà les modalités d'application, y aurait-il un rapport, une affinité entre la modernité et la République ? Le philosophe français Marcel Gauchet, né en 1946, nous apporte une réponse quand il définit ainsi la République. La République, c'est le régime de la liberté humaine contre l'hétéronomie religieuse. Telle est sa définition véritablement philosophique. Ainsi, en abrogeant l'autorité et sa transcendance d'un Dieu créateur, la République se revendique-t-elle comme le régime de l'autonomie de l'homme à l'égard de la volonté divine, non seulement de la volonté révélée, la loi divine, mais même de la loi naturelle. Remarquons tout de même que le matérialisme ambiant répugne beaucoup de modernes. Aussi, ces derniers cherchent-ils un substitut de la transcendance divine dans un humanisme transcendantal par l'immanentisation du divin, une transcendance horizontale en quelque sorte. À l'instar du philosophe et ancien ministre français Luc Ferry, né en 1951, dans son ouvrage « L'homme-dieu », il déclare « Pour le pire comme pour le meilleur, notre univers laïque tend donc à récuser toute référence à ce qui est extérieur aux hommes au nom d'une exigence d'autonomie. Si le sacré ne s'enracine plus dans une tradition dont la légitimité serait liée à une révélation antérieure à la conscience, il faut désormais le situer au cœur de l'humain lui-même. Et c'est en quoi l'humanisme transcendantal est un humanisme de l'homme-dieu. Si les hommes n'étaient pas en quelque façon des dieux, ils ne seraient pas non plus des hommes. Il faut supposer en eux quelque chose de sacré, ou bien accepter de les réduire à l'animalité. Transcendance donc dans l'immanence à soi, mais néanmoins transcendance radicale au regard du matérialisme. Ainsi se posent les bases de la religion de l'homme-dieu, compatible avec le régime républicain, car fondée elle-même sur l'autonomie. Voici donc les conclusions et perspectives. L'autorité est un pouvoir moral. Les considérations précédentes ont permis de préciser le concept d'autorité. L'autorité est un pouvoir moral, le pouvoir de conduire les êtres à réaliser leur fin, leur nature. L'exercice de l'autorité requiert donc la rationalité dans la légifération, car l'intelligence est sollicitée, non seulement pour dire le réel, mais encore pour adapter les moyens à la fin à atteindre. Cette fin est indépendante de la volonté de l'autorité. Elle lui est extérieure et l'autorité lui est soumise. Dans ce sens, on peut donc dire que l'autorité limite le pouvoir, que le pouvoir sans l'autorité est arbitraire pur, irrationnel, et qu'il s'identifie alors à la tyrannie. Or, le pouvoir fondé sur la volonté de l'homme libéré de la transcendance divine est précisément ce que revendique la modernité et son expression politique, la République. On comprend mieux maintenant la gêne des penseurs contemporains quand il s'agit d'expliciter la prétendue rationalité du pouvoir des États modernes. En effet, on a vu ce qu'il faut comprendre par cette expression. Un pouvoir issu de la seule volonté humaine libre de soumettre à sa guise après avoir triomphé des oppositions, et un pouvoir légitime par une opinion de la majorité dont chacun sait pertinemment qu'elle est artificielle. Le XXe siècle a montré que, loin d'apporter le paradis sur Terre, les pouvoirs modernes, tous matérialistes, autonomes et ivres d'idéologie,
ont mené à l'enfer et au désespoir. Tyrannie épouvantable et génocide sans nombre perpétrés par les républiques socialistes, nazies ou autres républiques gouvernées par un autocrate. À une majorité écrasante, elles se revendiquent toutes filles de la Révolution française. Tyrannie de l'opinion, du politiquement correct, avec les conséquences funestes que l'on sait dans les républiques libérales et capitalistes. Lâcheté, individualisme, dépravation des mœurs, solitude, désespérance, mal-être, suicide. Surtout suicide des jeunes dans des proportions inédites. Voyons maintenant les piliers de la civilisation occidentale chrétienne. Toujours perspicace, Hannah Arendt attribue, de façon trop naturelle sans doute, l'essor remarquable de la civilisation occidentale chrétienne à 3 facteurs conjugués hérités de l'Empire romain: la religion, la tradition et l'autorité. Partout où l'un des éléments de la trinité romaine, religion, autorité ou tradition, a été mis en doute ou éliminé, les 2 qui restaient ont perdu leur solidité. Ainsi, ce fut l'erreur de Luther de penser que son défi lancé à l'autorité temporelle de l'Église et son appel à un jugement individuel sans guide laisserait intactes la religion et la tradition. Ce fut aussi l'erreur de Hobbes et des théoriciens politiques du XVIIe siècle d'espérer que l'autorité et la religion pourraient être sauvées sans la tradition. Ce fut aussi finalement l'erreur des humanistes de penser qu'il serait possible de demeurer à l'intérieur d'une tradition inentamée de la civilisation occidentale sans religion et sans autorité. Or, que constatons-nous ? En à peine un siècle, l'Église, par ses plus hautes instances, s'est volontairement et successivement séparée de l'autorité politique des rois et de la tradition. La séparation la plus récente et la plus connue, c'est la séparation de la tradition. En effet, en 1965, le Concile Vatican II proclame une manière de ralliement de l'Église au monde et pourchasse impitoyablement toute trace de tradition, en prétextant, comme une hérésie, un retour aux sources. À la suite de cette révolution, on assiste à la généralisation du modèle de la société de pensée dans l'Église. Par exemple, les évêques perdent leur autorité au profit de commissions démocratiques, par le haut, avec les collégialités de la conférence épiscopale, et par le bas, avec les conseils diocésains. Les résultats sont immédiats. Apostasie massive des catholiques, que ceux-ci soient laïcs ou clercs. Ce sont des faits. Le nombre des baptêmes diminue, les vocations se comptent sur les doigts, les catholiques sont devenus ultra-minoritaires, la foi disparaît partout. Cependant, il existe une séparation plus ancienne, la séparation de l'autorité. En 1892, le pape Léon XIII désire faire cesser les persécutions religieuses de la République athée. Outrepassant les limites imparties à son autorité spirituelle, dans son encyclique « Au milieu des sollicitudes », il exhorte les catholiques au ralliement à la République. Tragiquement, ce pape pourtant antilibéral ne comprend pas que le régime républicain est par nature opposé à l'autorité politique et consacre la disparition de cette dernière. Le résultat de ce libéralisme pratique ne se fait pas attendre. Les persécutions reprennent plus violentes encore, et c'est un fait, en ce début du XXIe siècle, il n'existe quasiment plus d'État catholique. En effet, si le pouvoir des républiques vient du consensus majoritaire, pourquoi s'embarrasser de la transcendance d'un Dieu créateur ? L'apostasie des nations était inéluctable. La modernité progresse toujours par bonds et interdit tout retour à l'État antérieur, car la frange libérale érige comme un dogme la dernière position en sa faveur. Chacun a pu observer, après le Concile Vatican II, l'acharnement avec lequel les réfractaires traditionalistes, fidèles à l'Église de toujours, ont été persécutés. De même, depuis le ralliement, il est quasi impossible de parler politique autrement que dans le cadre de la République, et le catéchisme a fait du vote un devoir. Faisant une croix sur 2 millénaires de civilisation chrétienne, une foule de clercs et laïcs vous assènent doctement que l'Église n'est inféodée à aucun régime politique et réduisent le tout de la politique chrétienne à la doctrine sociale de l'Église. Remarquons que l'acte fondateur de la doctrine sociale de l'Église, l'encyclique Rerum Novarum, ou Des choses nouvelles, écrite en 1891 par Léon XIII, constitue en soi une petite révolution, car ayant renoncé au soutien de l'autorité politique, désormais, l'Église se met directement à faire du social.
Or, ce travail incombe précisément à l'autorité politique qui doit tout mettre en œuvre pour préserver la justice. L'encyclique Rerum Novarum s'inspire d'ailleurs largement des propositions des légitimistes du XIXe siècle en réponse à la profonde misère du monde ouvrier que la révolution bourgeoise avait suscitée. On pense à l'engagement d'un Albert de Mun, d'un René de la Tour du Pin ou d'un comte de Chambord. La doctrine sociale de l'Église ne peut donc rester qu'un vœu pieux si aucune institution politique n'existe pour l'appliquer et la maintenir. Mais là réside justement la question politique qu'il est défendu d'aborder. Voyons maintenant le retour au principe de réalité. Quelles que soient les intentions de leurs promoteurs, les politiques du ralliement à la République en 1892 puis du ralliement au monde en 1965 se sont montrées expérimentalement suicidaires. Elles n'ont apporté qu'apostasie, malheur des peuples et affaiblissement de la civilisation occidentale. Les inductions d'Hannah Arendt sur ce dernier point sont donc totalement vérifiées. Or, le Christ lui-même nous a donné un critère infaillible pour évaluer un acte ou une politique. Vous jugerez l'arbre à ses fruits. Dès lors, combien apparaît-il vain de chercher une bonne république catholique ? Cela n'a jamais existé. Les rares tentatives, comme la République de Garcia Moreno, la Révolution nationale de Salazar, dont le seul intitulé montre toute l'incohérence, n'ont jamais permis la pérennité du bien commun. Même l'antique démocratie athénienne, bien qu'hétéronome, se dressait contre l'autorité avec sa devise égalitaire, isonomia, qui veut dire égalité devant la loi, iségoria, qui signifie égalité de la parole, même poids de voix, et isokrateia, qui signifie égalité des pouvoirs. Continuer à prétendre le contraire, continuer à dire que c'est théoriquement possible parce qu'un pape, Léon XIII, l'a affirmé hors de son domaine de compétence, n'est-ce pas bâtir dans les nuées, tant la réalité hurle le contraire ? Un autre grand pape du XXe siècle s'est quant à lui opposé à la modernité en religion et en politique. Il a réaffirmé, sans être entendu, les fondements de la cité, religion, tradition et autorité. Saint Pie X, dans son encyclique contre le parti démocrate chrétien, le Sillon, ne déclare-t-il pas « Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo. Et quoi ? On inspire à votre jeunesse catholique la défiance envers l'Église, leur mère. On leur apprend que les grands évêques et les grands monarques, qui ont créé et si glorieusement gouverné la France, n'ont pas su donner à leur peuple ni la vraie justice, ni le vrai bonheur, parce qu'ils n'avaient pas l'idéal du sillon. Si on ne peut utiliser les méthodes de manipulation de l'opinion des sociétés de pensée, sous peine de passer soi-même à la modernité, si on ne peut cautionner le système des partis et de l'élection sans perdre son âme en essayant de séduire l'opinion de la majorité, alors il reste à maintenir et à développer l'autorité traditionnelle partout où elle a résisté, dans les familles, les entreprises, l'éducation, les associations, etc. Cette action, pour austère et pour peu spectaculaire qu'elle paraisse, se révèle incontournable, car pour désirer l'autorité, l'homme a besoin d'en avoir ressenti la bienfaisance dès l'enfance. Dans l'effondrement général de nos sociétés, en un temps où l'égoïsme et la lâcheté sont devenus la règle, les figures autoritaires apparaîtront comme autant de sources de liberté et rallieront les intelligences et les cœurs. Nous disposons pour cela de moyens surnaturels et naturels. Implorer l'aide et la grâce de la source de toute autorité, omnia instaurare in Christo, identifier le bien à atteindre, appliquer son intelligence à l'étude de ce bien et de ce qui le conditionne, la loi divine, la loi naturelle, et en particulier les lois de l'institution pour ce qui concerne l'autorité politique. Appliquer sa volonté à se réformer soi-même pour mener une vie conforme à ce bien, réformer ensuite son entourage partout où on le peut en donnant l'exemple d'une bonne autorité. Free audio post-production by alphonic.com. Mes amis, si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo, partagez-la et soyez un média de notre message.
La fleur de lys refleurira, dans les cœurs elle s'ouvrira, pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances. Que la grâce de Dieu soit avec vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vive le Roi, production.